Et salut la communauté de Jeep. C'est le retour du podcast du Dragon. Grosse période d'extension, donc il y a eu plein de reviews, etc. Mais là, on commence à rentrer dans le petit trou du vide de contenu. Et du coup, il y a toujours Dan et Volvi avec vous. Et oui, parce que Dan il est là. Bonjour Dan. Bonjour. Dan, dis bonjour de manière plus énergique. Bonjour. Ah, c'est mieux, on me préfère. Ok, du coup aujourd'hui un podcast classique où on va faire nos trois petite partie avec les news, petite partie e-sport et petite partie débat. Les news ce sera comme d'habitude un peu du fourre-tout. On va parler bien entendu de Séoul et du format et enfin on finira sur euh, une petite réflexion sur Blizzard, les seuls qui réussissent à rater un devoir en ayant les réponses, le spécialiste chronique d'une chronique d'arratage. Est-ce que ça te va? Oui, il y a plein de choses à dire. De toute façon, là, il y a des nerfs qui ont été annoncés. Enfin, ça a été annoncé qu'il va y avoir des nerfs. Oui, c'est dès cette semaine. Voilà. Ok, mais du coup, très bien. On commence sans transition. Plein de trucs à dire. Du coup, Pas perdre de temps. on commence Faut direct avancer. sans transition. Donc, oui, ils ont On annoncé va les foncer, nerfs. hein. Faut y aller, quoi. Allez, go. Du coup, C'est très- du coup, on va avoir les nerfs cette semaine. Là-dessus, on a. Alors, Mike Donace a dit We will give more info on balance change this week, hopefully. Donc, il y a plusieurs choses qui sont importantes sur cette phrase. C'est hopefully, genre, ils espèrent. Donc, ça veut dire qu'ils sont pas convaincus encore de ce qu'ils veulent faire. Ouais, ils espèrent. Ouais. Ils sont en train de bosser dessus. Ils espèrent que cette semaine, ils pourront donner des nouvelles. C'est gentil. Voilà. Voilà. Et alors, et en plus, balance change. Maintenant, on sait que. Voilà, ils ont pas parlé de nerf. Alors, des changements d'équilibrage, c'est vrai que ça peut être des buffs. Hein. Oui, parce qu'avant, ils le faisaient pas. Maintenant, on a eu un précédent. Avec le buff de plein de cartes, et notamment d'une carte qui risque d'être renerfée très très vite, c'est la galaxie de poche. Oui. Donc voilà, ça c'est la petite info qui est pas vraiment une info, qui est l'annonce d'une information qui arrive. Et c'est plutôt cool. On a donc les aventuriers d'Uldum qui sont sortis il y a maintenant. Ça fait quoi? Ça fait 15 jours? C'était le Les 6 aventuriers. août? Ça va faire. Ouais, ça fait. Oui, C'est ça, oui, c'était c'est à le peu près. 6. Du coup, ça fait 15 jours aujourd'hui, quelque chose comme ça? Exactement 15 jours. On est le 21. Bon, il est minuit 28. On triche un peu. Mais si on, Euh, si on prend les trucs bruts, 6, 21, ça fait 15. et chose qui est assez intéressante, c'est le fait qu'on n'a pas une news. On n'a pas de news sur le PVE. Non, le Autant PV. on avait des trucs sur. C'était le Dalaran Heist, mais là on connaît le nom, et grosso merdo, c'est à peu près tout quoi. Oui, j'ai l'impression qu'ils vont nous refaire un petit peu le coup de. Au fait, PVE. Ils le sortent beaucoup plus tard. T'avais aimé, toi, t'avais apprécié, ou ça t'avait fait plus chier qu'autre chose que ce soit si décalé sur un. Ça m'avait pas gêné. Après, c'était particulier parce qu'il y avait eu les nerfs, il y avait eu Vegas qui était au même moment, etc. Alors que là, pour le coup, il n'y a plus rien maintenant, donc faut y aller, quoi. Ouais, on pourrait avoir des news là-dessus. Et enfin, la dernière petite news dont on peut parler, c'est qu'aujourd'hui est sorti un pack explorateur qui est disponible pour 2 semaines, jusqu'au 3 septembre, qui coûte 20 boules, 20 petits euros, et qui contient 5 paquets de l'éveil des ombres, des jeux de Rastakan, de Projet Armageddon et du Bois Maudit, et une carte légendaire aléatoire des aventuriers du Gloom. Donc 20 paquets pour 20 euros. Best value, j'ai envie de dire. Ouais, ça par contre, ils communiquent vachement bien dessus. Hein. Ça, pour communiquer sur la monnaie, on y est. Donc voilà, au niveau des news, comme vous avez eu pas mal de choses et qu'il y a eu les reviews, tout ça, pas grand chose.
Mais quelques petits trucs, et on va avoir une semaine prochaine où normalement, je pense que entre les nerfs, etc., ou les buffs qui doivent arriver, et on va en parler après sur Séoul, on va rentrer beaucoup plus en détail là-dessus, et bah tout simplement le PVE qui à un moment va falloir qu'ils en parlent, qu'ils nous montrent ce que c'est que ce PVE. Est-ce que c'est exactement la même chose que d'habitude, un dungeon run classique? Est-ce qu'il va y avoir plusieurs raids aussi? Est-ce que combien ça va coûter? On sait même pas, donc voilà. Aucune info. Pour Dalaran, tu sais, même avant, ils avaient annoncé plein de trucs. Tu sais que t'allais avoir la cape et tout, Zephyr, enfin, pas Zephyr, mais la cape Zeritos, là, ou je sais pas quoi, là, que t'allais avoir des trucs, des challenges Mais là, on sait pas. Genre, voilà quoi, il y a le PvE. Normalement, il y en a un. Bon. Ok. Bon, sans transition, et pour une fois, on est très court parce qu'en 5 minutes, on a fait toutes les news, ce qui n'est à peu près jamais arrivé dans l'histoire du podcast. On va pouvoir passer sur le gros, c'est-à-dire Séoul, le deuxième major de l'année. Oui, le Master Tour. Du coup, ce Master s'est passé ce week-end et a vu la victoire finale de Felkane, qu'on avait eu en invité il n'y a pas si longtemps. Est-ce que de là, on va dire que vu que on sera biboche, le karma va mieux, il gagne des tournois? Non, je pense qu'on n'a rien à voir là-dedans et que c'est tout. Voilà, Den, aujourd'hui, il n'est pas dans l'humour. Ça, très peu. Du coup, qu'est-ce qu'on en a pensé de Séoul? Parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce tournoi. Première chose à dire sur ce tournoi, c'était extrêmement bien organisé par rapport à Vegas. Oui, on a senti qu'il y avait des trucs. Ne serait-ce que moi, j'ai vu des photos de l'endroit, j'ai fait ah bon? Genre les joueurs avaient des postes séparés, ils étaient à peu près isolés, etc. C'était beau. Je trouvais ça beau. C'est ça, t'avais ça, et en plus, tu avais comment ça s'appelle? Tu avais le fait que j'ai l'impression qu'il y avait plus d'admin et de gens qui s'occupaient des joueurs. T'as pas un joueur qui s'est plaint de ça tout le week-end. Il n'y a pas eu de problème. Je crois que j'ai pas vu de problème de déconnexion de Jean-François qui débranche le câble ou je sais pas quoi. Non, on n'a pas vu tout ça. Euh, Pas de problème de leak parce qu'on se rappelle de Vegas hein, et le problème de leak des classes. Là, on les a gardés jusqu'à très tard. Donc déjà au niveau de l'orga, il y a eu un level up. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est un level up euh, parce que ça se passe en Corée et que du coup les teams là-bas étaient des teams coréennes et que les Coréens, l'e-sport, ils savent faire, ce qui est une possibilité, ou est-ce que Blizzard a vraiment step up? Qu'est-ce que c'est d'après toi? Je pense que c'est un mélange des deux. Ça avait l'air bien foutu là-bas. Le fait est que de toute façon Blizzard n'a pas embauché des gens particulièrement, ils ont pris ceux qui étaient là-bas, ils ont dû embaucher une équipe déjà constituée, etc. Donc à mon avis c'est un mélange, il y a eu une bonne équipe d'admin, l'endroit était plaisant, etc. Et en même temps oui, j'espère qu'au bout d'un moment Blizzard ils comprennent qu'il faut que les tournois de cette envergure se passent fantastiquement bien à chaque fois. Oui, voilà, ça s'est vu, et franchement, et même au niveau du stream, c'était beaucoup plus agréable. Oui, totalement. Ça a beaucoup mieux tourné, ils ont fait des meilleurs choix de match. Ça n'avait rien à voir. Même si, bon, le spécialiste, on va en parler après, mais au bout d'un moment, c'était un peu compliqué. Deuxième chose dont il faut parler de ce tournoi, les résultats. Eden, tu vas nous annoncer le top 8 parce que tu le connais par cœur. Dans l'ordre ou pas? Comme tu veux. Dans l'ordre, ça m'arrange, mais. Dans l'ordre, alors je vais essayer, parce que je suis même pas sûr de moi. Premier Felkane, deuxième Zim, troisième, quatrième Dead Draw et Mago. Oui, joli. Et ensuite, c'était Unid, Suni, Staz, et il m'en manque un. Oui, moi aussi, il m'en manquait un. Mais c'est peut-être un joueur avec un nom un peu de l'Asie, non? Quelque chose comme ça.
On va le trouver. Mais oui, du coup, absolument incroyable. 4 Français en top 8, 3 Français en top 4. Non, je dis une bêtise, c'est Ergelis qui a fait 3e au final. Je pensais que c'était, je l'ai confondu avec Dedro. En fait, Dedro a fait 5-6. Ah oui, Voilà. c'est vrai, il s'est Enfin, fait sortir par Zim, je crois. Oui, donc 4 Français top 8, 3 Français top 4, 2 Français finale. oui. On pouvait difficilement demander mieux. Ça fait des années qu'on demande, qu'on se dit putain, mais les Français, ça marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé là, Dan, d'après toi? Toi qui es coach, parce que voilà, moi j'ai mon avis de viewer, j'ai mon avis d'amateur, mais toi tu es un professionnel dans le milieu. C'est ton métier. D'après toi, qu'est-ce qui a fait que ici, dans ces conditions-là, les Français ont beaucoup mieux perf que dans tous les autres tournois de tous les temps sur Hearthstone? On peut le dire. Est-ce qu'on peut dire que c'est la plus grosse réussite des francophones, des Français de tous les temps sur Hearthstone? J'ai l'impression. C'est la plus grosse réussite de n'importe quelle communauté sur un tournoi de cette envergure, quasiment n'importe quel jeu de l'histoire. Mm. C'est plus une question de français ou quoi. Sur le top 4, il y en a 3 et la finale est 100% française. Sur un tournoi de cette envergure, ça s'est pas vu sur beaucoup de jeux. C'est vrai. Alors après, sur les jeux en équipe, etc., c'est différent, parce que du coup, ça parle des équipes. Mais par exemple, je veux dire, une domination pareille, c'est presque la même chose que les Coréens à Overwatch. Alors, toutes les équipes ont quasiment que des Coréens. Oui, c'est vrai que c'est des choses qui sont très asiatiques en général. Comme il y a eu la grande époque des Japonais sur sur les VS il y a un certain temps et les Coréens sur d'autres trucs. Mais effectivement, oui. Dans les sports modernes, c'est beaucoup plus rare. Voilà. Donc déjà, il y a ça. Euh, Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Il y a plein de choses. Il y a des facteurs entre guillemets aléatoires, comme par exemple le fait que fallait bien que ça arrive un jour. En fait, c'est bête, mais genre la communauté française est l'une des plus actives et régulièrement, c'est la communauté qui met le plus de joueurs dans les tournois majeurs. Les tournois à qualification, c'est la communauté qui met le plus de joueurs dans ces tournois-là. Statistiquement, à un moment, forcément, ça paye et ils dominent un tournoi. C'est bête à dire, mais à un moment, c'est normal que quand tu mets plus de joueurs à chaque tournoi, à un moment, tu aies plus de joueurs qui arrivent au bout. C'est vrai, il y a purement le principe qu'il y a beaucoup plus de Français, donc il y a beaucoup plus de Donc, chances, mais ça changeait à chaque fois. Il y avait un problème pour passer le niveau au-dessus. Est-ce que du coup là, c'est parce que... je dis pas que c'est ça. Je dis juste qu'à un moment, il fallait que ça arrive en théorie. Oui. Si on continue de mettre plus que les autres, normalement, c'est logique qu'à un moment, ça se produise. Ensuite, il y a un truc, c'est que je pense aussi qu'il y a eu beaucoup dernièrement sur Hearthstone de messages de démotivation des communautés pro, des choses comme ça. Mais dans la communauté française, ça s'est pas beaucoup vu. Parce que, comme on a une des plus grosses chaînes de stream au monde sur Hearthstone, il y a toujours une émulation et ils sont toujours obligés de jouer. Solari ne peut pas s'arrêter de jouer à Hearthstone. Impossible. Du coup, ils sont toujours obligés d'être dans un tryhard relatif et ils préparent tous leurs tournois. Et peut-être que déjà dans cette ambiance-là où il y avait un petit peu de baisse, etc., peut-être que ça leur a énormément profité. Et après, il y a un autre truc, c'est que c'est pas des mauvais joueurs qui ont gagné. Genre, Felkane, il est connu depuis des années. Zim, il est connu depuis des années. Magoo sortait un petit peu de. Alors, je vais pas dire nulle part, parce qu'on l'a déjà vu sur plusieurs tournois français. Mais c'était un petit peu le plus inconnu. Oui, mais c'était clairement l'outsider. Voilà. Unit, c'est pareil. Genre, le mec débarque pas de nulle part. Donc, c'est pas des joueurs où on se dit, ils méritent pas d'être là. C'est des joueurs où très souvent, on se dit, les gars, justement, c'était l'inverse. C'est à force, il faudrait que ça arrive. C'est enfin arrivé. C'est arrivé pour tous en même temps. Mais je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est juste que c'est des joueurs qui avaient le niveau et peut-être que juste au bout d'un moment, ça a gagné en maturité et à force de travailler, etc., c'est passé, quoi. Après, l'année dernière, on a eu aussi des majors. On a eu un major gagné par Trek, on a eu un major gagné par Odemian, on a eu un major gagné par Oui. Maverick, on peut compter... L'année dernière, on a eu aussi, voilà, le major que Trek gagne.
il était énormément dominé par les Français. Le, le, le... il est vrai qu'on a quand même. Ça fait longtemps qu'on a un bon niveau, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on. Sur des gros events comme ça, et les events. Quand je dis gros events, c'est qu'il y avait les majors, tu vois, mais à chaque fois qu'on arrivait sur les qualifiers, les choses comme ça, le plus haut niveau, ce qui est le cas aujourd'hui de ces majors aujourd'hui, qui sont eux déjà à l'étape finale, contrairement à avant où les majors c'était en fait des qualifications pour cette étape finale. C'était tout le temps là où ça pêchait quelque part. Alors que là, bah voilà, quoi, le boulot a été fait. Oui. Je pense que ce que tu dis est vrai. Je pense aussi le fait que la communauté française étant très, très concernée, tu l'as dit, par la chaîne, par le stream, etc., et par le fait que on a un pays qui est très e-sport, faut pas l'oublier, on s'en rend pas compte, mais le nombre de LAN et de choses comme ça qu'on a en France, c'est exceptionnel dans le monde. Ça fait peut-être aussi que le peu de temps, parce qu'on a vu le reste des Français a aussi très bien performé, hein. Même si voilà, tout le monde n'a pas fait performe en top 8, mais il y a eu beaucoup de très bonnes performances, hein. Peut-être que justement, le fait qu'il y ait cette espèce d'émulation permanente de la scène française, sur un temps très court pour tester, ça a vraiment donné un avantage, un edge aux joueurs français. Oui. Parce que je pense que même pour des mecs très connus, tu vois, genre Tice, je parle de Mhm. Tice, tu vois, joueur incroyable, je pense que peut-être un des meilleurs joueurs du monde. Oui, enfin, Euh, clairement, le genre de mec où tu peux pas vraiment, il n'y a pas grand monde qui peut dire moi je c'est ça. l'affronte, je suis. C'est, ou des gars comme Hunter Race, tu vois, c'est des bestiaux, ouais. Mais est-ce qu'ils ont une communauté avec un niveau aussi élevé? Parce que la communauté française, même si tous les joueurs sont pas des niveaux, voilà, on parle pas de niveau de Hunter Race ou de choses comme ça, mais tous les joueurs ont un niveau correct et peuvent tester les match-ups, et peuvent tester les choses de manière différente, et peuvent tester du coup beaucoup plus de choses. Je pense que sur un temps si court, c'est aussi un peu une victoire de notre système. Oui, c'est sur le principe, je suis assez d'accord. Euh, Après, j'ai pas vu les statistiques, etc. encore. Mais par exemple, je prends. Alors, c'est pas pour dire qu'ils ont démérité ou quoi que ce soit, hein. Mais moi, sur les matchs que j'ai vus, par exemple, Felka et Nezim, en termes de Galaxy de Luna, ils ont quand même été extrêmement solides. Ah, de toute façon, Fekel, il l'a dit lui-même quand il est sorti, hein. Il lui a demandé c'est quoi qui t'a permis de gagner. Bah, j'ai pioché Luna. J'ai pioché Luna. Voilà, je me suis entraîné là-dessus. Voilà, non, mais c'est vrai, enfin, il faut le dire, on est dans un metagame qui est nouveau, encore. Il est encore en développement, il y a encore des decks où on a vu qu'il y avait des choses à évoluer, etc. On, et on est encore surtout dans un metagame high roll. Et c'est pour ça que d'ailleurs ça parle de nerf, etc. Parce que on est dans on est dans un metagame où il y a certaines séquences qui sont meilleures que les autres. Et malheureusement, ça décrédibilise un peu la performance quand justement ton interview, c'était comment t'as fait, j'ai plus pioché Luna que les autres. Mais en même temps, il y a aussi une notion de préparation, d'avoir bien préparé son deck, d'avoir testé toutes les choses, etc. Et d'être capable de gagner les moments où ça n'arrive pas aussi. Parce que, Oui, puis en plus, lui et Zim, c'est le groupe de practice, et ils ont la même liste en fait. oui, Ils ont les 90 cartes qui sont les mêmes. oui. Et il y avait d'autres joueurs aussi qui l'avaient. 40, hein. Hein? C'est 40 cartes, pas 90. Non, enfin, quand je dis 90, ils ont 3 decks de 30 qui sont les mêmes. Mais oui, les 40 cartes. Mais regarde, tu peux avoir 40 cartes, mais pas les avoir mis de manière pareille dans les decks. D'accord. Donc voilà. Vous voyez, il a voulu faire ça intéressant et je l'ai mouché. C'est ça la puissance. Non, pas du tout. Non, tu vois, je sais pas qui d'autre avait le même deck. Peut-être Vince Il me semble que et Oliège. Olièche, et qui ont aussi pas démérité, qui ont aussi fait des bonnes perfs. Donc il y avait vraiment un edge au niveau de la liste en fait.
Oui, clairement, ils ont mieux préparé leur tournoi que les autres. Et c'est ce qu'on dit. C'est même quand tu reconnais qu'il y a du high roll, il y a quand même une grosse préparation derrière. Et ça fait des années qu'ils prennent tous leurs tournois très au sérieux et ils sont enfin récompensés. Et c'est plutôt cool. Donc voilà, maintenant, une fois qu'on est content pour les Français, parce que voilà, moi j'ai suivi, j'étais content pour les Français. Vous voyez, c'est pour ça que ça sert toujours de se rabibocher avec les gens, parce que comme ça on peut être content au lieu d'être énervé. True story. Bon, j'aurais été content pas plus. Euh, le tournoi, par contre, voilà, franchement, moi j'ai regardé, et même si c'était mieux fait et tout, les matchs ils sont joués avant, quoi. Hein. Le metagame, il est vraiment pas dans un good spot là actuellement. Ah bah non, le metagame actuellement, C'est une catastrophe en fait. C'est une catastrophe ce qui est en train de se passer parce que les classes les plus fortes sont les classes qui étaient les plus fortes dans le méta d'avant, mais encore plus fortes. Je m'explique. On est d'accord, si on doit sortir 2-3 decks de la période d'Alaran, ça va être Mage, avec le Mage Cyclone, d'accord. Ça va être War Bomb, War Control, on les connaît, hein, Volby, t'inquiète. voilà. Ça va être Voleur, Oui. et ça va être après Hunter. Tu vois, qui était là. Et là, on se retrouve avec les meilleures classes, c'est quoi? C'est Mage, large devant tout le monde, War, Voleur, Hunter. Non, Et voleur était au même niveau. Sur ce tournoi-là, le voleur était au même en termes de représentation, etc. Mais voleur, le truc, c'est qu'actuellement, pour l'instant, il a un excellent deck de ladder, mais il n'a pas encore d'excellent deck de tournoi. oui, enfin, après, Unid, il est en voleur. Hein. Oui, Toutes les classes, elles vont pas se mettre en top 8. Hein. Alors que le voleur, oui. Et c'est aussi parce que sa liste était très bonne. Peut-être que la liste avait de l'avance sur le reste. Mais donc en fait, on a même si les decks ont switché un peu, et franchement, ils ont pas tant switché que ça. Au niveau du feeling en tout cas. Hein. Qui est exactement le même que celui d'avant. Et c'est ultra chiant en fait. Genre en tant que joueur casu, moi, je me fais chier. Les meilleurs decks, c'est les decks d'avant. Alors non, tu vois, ça a changé, grosso merdo. Le War, on lui a mis de taunt parce qu'il a, tu vois, on l'avait call. Peut-être que juste on va prendre les bombes, on va prendre les trucs, et puis on va mettre Armaglyptodon parce que c'est vraiment pété. Le taunt mecha parce que c'est vraiment pété, et puis YOLO. Bah, ça s'est passé comme ça, voilà. Même deck. Juste avec des trucs encore plus forts. On a mis la momie parce que c'est plus fort que la 5-5. Tu vois. Le mage, on lui a dit, bah regarde, tiens, t'avais du mal à trouver ton létal quand t'avais pas tes trucs. Tiens, regarde, t'as Zephrys. Voilà. C'est une machine à létal. Comme ça, bon, bah, tu peux faire tes trucs. Et puis, comme t'as BZF de bonnes cartes, qu'on t'a mis un truc de Yogg-Saron qui fait des Nawak, un Tortolan, un machin, un bidule, un nouveau piège qui les coule et tout, on t'a mis plein de bonnes cartes. Tiens, vas-y, tu peux jouer Singleton. Tu peux même rentrer Reno. Moi, je le dis toujours. Hein. Reno, ça me fait pas jouer Singleton. Hein. Mais quand tu vois tout le reste qui est à côté, tu te dis, mais pourquoi je vais jouer autre chose? Je veux dire, Zephrys, il est pété. On le joue dans des decks où il sait pas Singleton. Et puis voilà, et puis tu prends tous les freezes, t'as plus de cartes jouables que toutes les autres cartes, vas-y, éclate-toi. Ok, d'accord. C'est franchement... Est-ce que tu t'attendais à voir ce méta, toi? Oui, je m'attendais à voir beaucoup de mages. Je m'attendais à voir guerriers. Je m'attendais à voir des gens qui essaieraient de les battre. Moi, j'avais dit que guerrier bombe serait un très bon call sur le tournoi. Je suis content, Mago m'a un peu donné raison. Je m'attendais pas à ce que chasseur soit aussi bon. Pour moi, le deck chasseur, vraiment, il n'est pas fini encore. Vraiment, j'ai un gros souci avec le deck chasseur Highlander. Je trouve qu'il n'est pas encore terminé. Je trouve il peut encore largement s'améliorer. Mais voilà, après, je pensais qu'il y aurait plus de diversité, des gens qui tenteraient des choses, etc. Alors qu'en fait, pas vraiment. Ah, les gens ont rien tenté. Hein. Ah, il y a eu très très peu de tentatives. Hein. Non, ça a essayé d'assurer.
Et en fait, moi, je crois que c'est la chose que je reproche le plus au tournoi. Au final, c'est la mentalité des joueurs. Le tournoi, pour une fois, du point de vue préparation, Blizzard, etc., il a été très bien. Ils l'ont très bien mis en place, etc. Il n'y a eu rien à dire niveau organisation. Mais les joueurs se sont énormément plaints. Voilà, on peut l'imputer à Blizzard aussi, c'est leur jeu, évidemment, que le fait que les joueurs se plaignent, ça peut en faire partie. Mais du coup, les joueurs ont dit, ouais, dans ce méta-là, machin, on est obligé de jouer du high roll, etc. On n'a pas envie, on n'a pas envie, on n'a pas envie. Mais ils le tentent quand même. Et une fois que le tournoi est fini, ils se plaignent de cette fait high roll. Bah oui, mais c'est comme ça. Enfin, je comprends bien la frustration des gens. Mais à un moment, genre, il n'y a pas eu de tentative. Voilà, moi, le joueur sur le tournoi qui m'a le plus impressionné, c'est Souni, qui a débarqué avec un side avec Octosari et des trucs comme ça dans son prêtre. J'étais là en mode, voilà, lui, il a bossé. Lui, il s'est creusé la tête. Lui, il a fait des trucs vraiment ouf. Et j'ai l'impression qu'il avait un cran d'avance sur le méta par rapport aux autres. C'est vrai. Le deck de Sunny est absolument incroyable. Mais après, voilà, on va pouvoir commencer à en parler. Dr Boom et Galaxy de Luna. Non, faut faire un truc. C'est en fait le taux de victoire entre tu le pocket, c'est-à-dire que tu le joues au moment où tu peux le jouer, ou tu le pioches au moment où tu peux le jouer, et quand tu l'as pas, c'est aberrant en fait la différence. Oui. Ça doit être peut-être 50% de différence, ce qui est huge, mais gigantesque. Je me rappelle quasiment pas d'une carte, Dan, tu m'arrêtes, hein, mais de cartes qui aient eu autant d'impact quand elles étaient piochées ou pas. Parce que même si on a eu des cartes qui avaient des... Ouais, peut-être qu'elle est 7. Ouais. Parce que tu vois, j'étais en train de penser, même les Rénaux et les trucs comme ça changeait pas autant sur tous les matchs en fait. Ça changeait, voilà, ton Renault T6 c'était bien quand t'étais contre aggro. Mais en fait, pour moi, le vrai problème, c'est qu'à une époque, on se plaignait de certaines synergies qui étaient trop fortes. Notamment en druide, on s'est plaint des Jade, on s'est plaint de Fandral, etc. À juste titre, je dis pas qu'à l'époque, il fallait pas se plaindre. Mais en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'à l'époque, c'était des combos de cartes. On se plaignait pas de Fandral, on se plaignait d'Inerve Fandral. On se plaignait pas d'Aya, on se plaignait d'Inerve pièce Aya. On se plaignait de combinaisons de cartes qui ensemble devenaient complètement pétées. Alors oui, évidemment, il y a des cartes qui revenaient. Par observation, beaucoup de problèmes. Évidemment, gagner 2 mana par rapport à l'autre, c'était très fort, etc. Sauf que maintenant, on en est passé à un truc où c'est une carte toute seule. Il y a plus de est-ce que j'ai la combinaison du truc, est-ce que j'ai envie d'utiliser la carte pour telle combinaison ou pour une autre, pour machin, qui était déjà frustrant. Là, on en est juste à tu as la carte ou pas. Il n'y a rien d'autre. Est-ce que tu disposes de cette carte? Bah c'est ça, c'est quand le mec en face te fait Luna T5. Galaxy de poche de Luna, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais. Parce qu'ils ont mis tellement... parce que voilà, le truc c'est qu'il y a des cartes, on se disait ouais, elles sont pas jouables. Ah ouais, mais quand elles coûtent 1, elles sont vachement plus jouables. Hein. Ah bah oui. Siamat pour 1, c'est pas la même. Hein. Antonidas pour 1, c'est pas la même. Hein. Ça a été fait. Et le truc, en fait, ce qui était marrant, c'est que Luna était en train d'arriver petit à petit. Après, tu sais, le Rise of the Mecha. Oui. Le moment où elle a été buffée. Elle était en train d'arriver petit à petit. Les gens étaient en train de se rendre compte petit à petit. Et là, sur la fin du méta, déjà, les gens disaient oh là là, attendez, oula, ça commence. Oula là là. Oula, mais après, t'avais des trucs avec les cyclones et tout, tu vois. Les mecs avaient un peu peur. Puis là, ils ont fait regarder, t'as un Singleton. Tout le monde a fait attends, bah du coup, on va faire ça. Là, il y a la place, machin. Oh putain, oh oh, oh oh, oh. Et c'est une catastrophe. Dr Boom T7, c'est une catastrophe. Il y a des wars, en fait, tu peux pas les battre parce qu'il est Dr Boom T7. Oui. Et encore une fois, en fait, on n'a pas mis de carte de side. C'est encore une fois, et ça on va en parler après, mais il n'y a pas de carte de side dans le jeu. Tu sais, t'aurais un... Allez, un gobelin. Il coûte 2. C'est une 1-1. Et il dit, tu détruis toutes les cartes qui coûtent 1. Dans les decks des deux joueurs. Un Geist, quoi. Voilà.
Bah, ça change des trucs. Bah oui. Geist, on le disait à l'époque, c'était une super carte de side, mais c'était chiant parce que dans Hearthstone, fallait le mettre dans des decks, mais c'est pas grave, des fois on le faisait quand même. Mais pourquoi on n'a pas ces cartes-là en fait? La frustration. C'est Parce que c'est extrêmement frustrant de se faire ruiner sa stratégie par l'adversaire. Ce que moi, je comprends pas. Cette excuse, je la comprends pas. C'est l'excuse qu'ils ont toujours donnée. Ils ont dit dans Hearthstone, le but, c'est deux stratégies qui s'opposent. Et on ne veut pas qu'on puisse trop endiguer la stratégie de l'adversaire. Qu'il a le droit de jouer, machin. Alors moi, je veux bien. Sauf qu'en fait, ils se rendent pas compte que bah, quand il y a certaines stratégies que du coup tu ne peux pas contrer, bah, en fait ta stratégie à toi ne sert à rien. Et surtout certaines stratégies que tu ne peux pas jouer, carrément, parce que les autres, voilà quoi. Ouais. Parce que le principe de pouvoir contrer une stratégie adverse, c'est que du coup, tu permets à plus de stratégies d'être viables. Ah oui, c'est le but. Voilà. Mais là, non. Donc, ce tournoi était quand même dégueulasse. Dans le fait que, voilà, les 3 quarts des matchs, tu sais quand ils sont finis avant, quoi. Et ça, c'était vraiment le souci du tournoi. On va reparler sur le débat, on va finir sur Séoul. Parce que voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur le tournoi. C'était beaucoup mieux fait. C'est un bon pas vers ce qu'il faut faire. On a un nouveau grand maître français dans la personne de Felkane. En théorie, s'il se passe pas une catastrophe interstellaire. Potentiellement, si on est bien sur 2 personnes qui switchent, ce qui était le truc principe après la saison 2, et qu'on n'a pas un Européen qui gagne le Bucarest, on aura 2 GM français. Parce que Bah, du 3, coup, il y a Sweet. oui, enfin, oui, c'est vrai. Alors 2 ou 3, parce que peut-être que Sweet se descendra, on sait pas. On lui saute pas, bien entendu. Mais effectivement, on pourrait potentiellement devenir d'un coup le pays avec le plus de GM. Hors États-Unis, parce que c'est particulier, bien sûr. Oui, parce que c'est intouchable. Voilà. Mais en Europe, qui sont plein de petits pays, ça pourrait être, voilà, ça pourrait être intéressant. Voilà, Séoul, c'était cool. Bon. Et on l'a déjà dit, et on va en parler. Le spécialiste. Ça fait longtemps, on vous a dit qu'on voulait le faire, et on va le faire. Pourquoi on parle du spécialiste? Tout simplement parce que ils ont annoncé un nouveau format. Je voulais faire un grand débat, les gens ne sont jamais disponibles parce que les gens ont des vies et que c'est l'été et que c'est un peu compliqué. Donc on va le faire comme ça entre nous deux. Et avec vous, bien entendu, on attend vos retours. Le spécialiste est le plus gros gâchis de l'histoire de Hearthstone. Histoire de jeu de cartes. Non, l'histoire de jeu de cartes, attention. À n'importe quel moment, Alkech peut arriver et nous faire un exposé sur Artifact, on peut parler. Un jeu de Euh, Est-ce que tu veux exposer notre théorie, parce que pour le coup on est à peu près d'accord là-dessus, ou est-ce que tu veux que je le fasse? Non, non, bah, je vais faire la version résumée de ce de quoi on part et on n'arrive toujours pas à comprendre. C'est qu'en fait, Hearthstone, ils ont innové sur plein de choses. Quand ils sont arrivés, Hearthstone, ça a été les premiers à dire le système de mana, on vous le change. Voilà, le mana, vous arrêtez de vous en occuper, on vous fait un truc automatique. C'est frustrant, les mana full, les mana less, etc. Ok, on vous l'enlève. Waouh. Ok. Dynamisme, machin, etc. Cool. Les gens ont adoré. Ensuite, au lieu que la différence soit directement dans votre deck, on va vous mettre des héros qui ont des spécificités et on va leur inclure un pouvoir héroïque. Comme ça, vous pourrez jouer tout le temps, même quand vos cartes sont pas bien, vous pourrez faire quelque chose avec. Oh, trop bien, ok. Et du coup, Hearthstone a été très innovant. Il y a même les formats conquêtes, les formats comme ça, c'était vraiment. Ils ont lancé plein de trucs. Et au bout de 4 ans de vie, ils se disent ok, on a fait le tour des trucs innovants, on va rejoindre les autres. On va se plier un peu aux autres et on va adopter le format spécialiste, qui est ni plus ni moins que le format side deck, qui a plus de 15 ans dans Magic. Dans Yu-Gi-Oh, il a au moins 10 ans ce format, je pense. Facile. En fait, c'est le seul format qui a jamais existé sur les autres, donc Yu-Gi-Oh datant de 96. Voilà, il a 20 ans sur Yu-Gi-Oh, etc. Enfin voilà. Du coup, ils ont
Ils n'ont pas fait un retour en arrière. Ils ont juste dit, OK, on pense qu'on a fait le tour de nos formats, et le temps d'en trouver un nouveau ou je sais pas quoi, on va aller piquer celui qui existe et qui marche dans tous les jeux de cartes, se rapprocher un petit peu plus du jeu de cartes traditionnel. OK. Mais comment vous avez fait pour être aussi innovant pendant toutes ces années, et quand il y a un truc qui est déjà fait, vous avez juste à le reprendre, vous vous plantez? Ça, c'est vraiment la question où c'était le truc où, pour une fois, justement, tu prenais ce qui existait déjà, tu te l'appropriais et tu disais, OK, c'est parti. Non. Non, non, on veut faire à notre façon. Et comment, enfin, j'ai toujours pas la réponse à comment ils l'ont raté autant. Enfin, si, je sais comment ils ont fait pour le rater autant, mais comment ils s'en sont pas rendus compte? C'est ça. En fait, le problème, et c'est pour ça qu'on utilise, le fait de rater un devoir, c'est que il y avait le premier de la classe à côté d'eux. C'est Jean Magic. Jean Magic, c'est le premier de la classe depuis longtemps. Tu vois, dans cette, dans cette classe sur les formats, c'est lui qui a toujours toutes les bonnes réponses. Il est à côté, lui dit ouais, vas-y, copie, t'inquiète. T'inquiète, moi ça m'arrange. Plus toi tu gagnes des trucs, moi aussi je gagne, alors vas-y, copie. Et t'as Jean Hearthstone, il a fait non. Je vais prendre ce que tu fais, mais je vais changer des détails parce que je pense que je vais faire mieux que toi. Et tu sais ce qui se passe quand un cancre, il se dit je vais faire mieux que le premier de la classe en changeant des détails? Bah, rien. Voilà. Le truc c'est que je pense qu'en fait, ils ont voulu garder le délire genre on est innovant. Pourquoi pas? Après tout. Alors que mon chien m'a entendu et aboie. Pourquoi pas après tout? Mais là, ils ont tout fait à côté. Pourquoi ça marche pas le spécialiste? Maintenant, on va essayer de rentrer dans les détails plus techniques. Pourquoi le spécialiste ça marche pas? Et pourquoi le side ça marche? La différence, pour ceux qui jouent déjà à d'autres jeux de cartes, vous saurez de quoi je parle, mais on va parler à vous, ceux qui ne jouent qu'à Hearthstone, vous vous rendez peut-être pas compte de la différence fondamentale. Le spécialiste, tu dois annoncer 3 listes. Le side deck, c'est un petit deck sur lequel tu vas faire évoluer tes listes en remplaçant, en changeant des cartes. Le fait est que, même si on se l'est dit au début, peut-être que ce sera bien, peut-être qu'en fait ce sera plus de la prédiction qu'autre chose. En fait non, c'était une connerie, c'est pas vrai, c'est pas bien. On a laissé le bénéfice du doute, bah voilà, non, c'est nul. Et le truc en fait, c'est que du coup, vous vous retrouvez avec, on le voit à chaque fois, une liste de base, qui est la liste strong, parce que même à un moment on s'est dit ouais, peut-être que les gens ils vont arriver avec les listes TK dès le début et que ça va changer. Non, pas du tout. Tu vas avoir la liste strong en 1, la liste La liste fromage. anti-war ou anti-mage en 2, et en 3, vice-versa, tu vois. Et en fait, c'est pas intéressant du tout. C'est pas intéressant du tout, parce qu'en plus, tu vois les listes, tu vois ce que les mecs jouent, et en fait, tu vas jouer en fonction. Alors que dans le side deck, ce qui se passe, c'est que tu apportes des cartes qui vont te servir contre une classe. Tu apportes de quoi répondre. Mais t'as pas sorti des cartes à l'avance. Du coup, quand tu joues contre ton adversaire, tu vas choisir, ok, quelle carte je mets, quelle carte je sors. Contre certains decks, avec le même side, tu peux rentrer les 3 mêmes cartes, mais sortir 3 cartes différentes. Exemple, il y a un deck qui joue beaucoup de sorts, d'accord? Et j'ai envie de jouer une carte qui, pour 1, me permet de faire discarder une carte de mon adversaire, qui est une carte de sort depuis sa main. Je joue contre un deck qui a beaucoup de clean, qui a beaucoup de trucs pour vider le board, et bien je vais enlever des bêtes. Parce que de toute façon, ces bêtes sont déjà pas bien. C'est pas ça qui va me faire gagner. Ça va être mes autres menaces. Donc je vais enlever des bêtes. Du coup, je vais mettre ça à la place. Mais, à contrario, la ronde d'après, pareil, le mec joue beaucoup de sorts, mais lui, c'est parce qu'il joue beaucoup de contre. Bah qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever mes cartes qui coûtent cher.
Du coup, ça va pas être mes petites bêtes, parce que justement, mes petites bêtes, je veux qu'elles soient là vite pour mettre de la pression, et qu'il ait pas le temps de contrer quand je vais aller lui discarder ses cartes. Donc, 3 cartes de side, 2 sides différents. Et c'est ça sur tous les matchs. Et ça peut changer en fonction de ce que le mec va sider, etc. De comment vous voyez le deck, de peut-être une carte tech. Donc, vous mettez 15 cartes à côté, mais vous avez une infinité. Pas une infinité, non. Mais une pléthore de choix. Là, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir. Je vais sider, je vais préparer mon deck en spécialiste contre ça. Je sais pas si c'est clair, Den, si je montre bien à quel point la complexité et la profondeur du système est différente. Il y a aussi... Alors, moi, je l'ai compris, mais il y a aussi le fait que le jeu est différent. C'est-à-dire que, pour moi, Hearthstone est l'un des jeux les plus... On l'a souvent dit, c'est l'un des jeux les plus faciles à apprendre, mais l'un des plus difficiles à maîtriser. Sauf que, dans un format spécialiste, où du coup, on te mâche le travail, ne serait-ce que par rapport aux conquêtes, entre proposer des trucs en spécialiste ou proposer des trucs en conquête, il n'y a rien à voir, ne serait-ce que juste piquer une line-up à quelqu'un en spécialiste et piquer une line-up à quelqu'un en conquête, t'es tellement plus fort en spécialiste, mais vraiment tellement plus fort en spécialiste. Et en fait, le truc, c'est que parce que Hearthstone se veut être un jeu de rythme, parce que Hearthstone se veut avoir des mécaniques simples qui sont accessibles à tous, pour moi, c'est indispensable que les tournois soient compliqués. Je ne conçois pas Hearthstone dans lequel les tournois ne sont pas compliqués. Le ladder est déjà très simple. L'approche du jeu est déjà très simple. La philosophie. Donc pour moi, tu es obligé de compliquer un truc. Et si c'est pas le monde compétitif, tu compliques quoi? Il reste plus rien après. Et du coup, en voulant aller encore dans une simplification, mais en fait, ils ont juste fait du prédictif. C'est-à-dire, à la base, le format, il l'avait un peu vendu comme un truc prédictif, c'est-à-dire que si vous arrivez à préparer les bons side decks en avance, etc., vous allez gagner un avantage compétitif, machin, etc. Oui, le truc auquel ils n'ont pas pensé, c'est que dans Hearthstone, une fois qu'on a trouvé le meilleur deck, on a trouvé le meilleur deck. Et en format spécialiste, c'est pas comme en format conquête, où tu te dis, en format conquête, tu te dis, si je veux cibler un deck, je vais prendre des decks qui sont bons contre, mais de temps en temps, comme c'est le meilleur deck du jeu, s'il passe, je peux quand même me rattraper sur les autres. Non. En format spécialiste, si tu te dis, je veux cibler un deck, tu lui dédies juste un side. Mais du coup, ta liste 1, elle change rien. Du coup, c'est très très simple. Et du coup, l'aspect stratégique, parce que tu n'as plus du coup, si j'investis là-dedans, je perds des choses ailleurs. Non, si j'investis là-dedans, je perds juste un side deck. Mais c'est pas grave, de toute façon, en tournoi, dans le méta, il n'y a que 3 decks. Voilà. Ok, alors, bon. C'est ça qui m'a déprimé sur ce format-là. C'est vrai, il y a ça. Il y a d'autres trucs aussi. Et ça, en fait, ça a l'air d'être des détails, mais c'est ultra important. Le nombre de cartes. Je suis désolé, 5 cartes, c'est pas assez. Même en validant leur système, 5 cartes, c'est pas assez. Il y a des matchs entiers où en fait tu sais pas quelle version le mec joue. Oui. Et le truc c'est que en plus, on n'a pas eu de méta aggro, hein. Ah bah. Parce que plus tu réduis le temps, moins tu les vois les sides. Du coup, ça aurait été encore pire. Donc ça aussi, dans pas mal d'autres jeux de cartes, dans Yugi, dans Magic, dans WotCCG, le taux de cartes que tu pouvais changer, de cartes jouables que tu pouvais changer dans ton deck, ça te permettait de totalement switcher ton archétype. C'est tu allais garder un espèce de big 7, big 20 dans ton deck, et puis après tu avais un full switch. Et peut-être que tu passais de aggro à mid-range, ou des fois même à contrôle. C'est arrivé, hein. C'est arrivé dans l'histoire, hein. Et du coup, l'adversaire sait pas quoi faire. Ça devient un jeu, ça devient une réflexion. À quel point tu sides face à un adversaire qui a ces sides-là? Face à un mec qui joue ça, est-ce que tu vas sider beaucoup parce que tu penses qu'il va switcher sur sa version? Est-ce que tu sides beaucoup contre sa première version? Est-ce que tu essaies de faire un hybride avec ton deck, toi?
c'est ultra dur, mais c'est ultra intéressant. Là, on l'a pas. Est-ce que tu penses qu'on aurait pu rajouter des cartes? Enlever des cartes, je ne sais pas. Parce que moi, je sais pas pour toi, hein, mais moi, 5 cartes, je trouve que c'est ridicule. Et en plus, on a vu même à Séoul, hein, des mecs qui avaient des sides, c'était genre 3 cartes. Bah oui, mais ça, c'est la nature de Hearthstone. Pour moi, le problème, c'est. Enfin, le nombre de cartes, évidemment, mais pour moi, le problème, il vient de Hearthstone. Hearthstone n'est. Oula, C'est... tu as coupé un peu. Hearthstone n'est pas, hein. Hearthstone, c'est pas un jeu qui est fait pour s'adapter. Hearthstone, ça fait des années, pour moi, ça fait au moins 3 ans, depuis Gadgets 1, où le but, c'est de trouver la meilleure liste, le truc le plus optimisé au maximum. Et une fois que tu as ta meilleure liste, le truc le plus optimisé, tu n'as plus envie de la toucher. Tu as envie d'apprendre tous les match-ups par cœur, apprendre toutes les statistiques, apprendre toutes les situations, et juste devenir un monstre sur ce deck. Alors le format spécialiste, pour ça, il était bien. On récompensait les mecs sur un deck. Et ça, c'est très bien. Mais du coup, ça dénature aussi complètement le format. Parce que du coup, le format, ils te le vendent en te disant, le but, c'est de montrer toutes les possibilités d'un deck en lui permettant de faire des sides. Mais au final, ce que encourage le format vraiment, c'est de devenir tellement bon sur un deck qu'on s'en fiche des sides parce que t'as le meilleur deck et puis t'es le meilleur dessus. Oui, c'est ça en plus, c'est que l'impact est assez limité, hein. On a vu des gens qui se sont qualifiés avec une seule liste, hein, sur les tournois. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est qu'en fait, une fois que tu connais tes match-ups, etc., tout ce que tu fais, c'est bouger un tout petit peu le curseur avec tes 5 cartes. Mais ce qui fait ton deck, ce qui fait que le deck est puissant, il bouge pas vraiment. Comment expliquer ça? Parce qu'au final, comme c'est quasiment tout le temps les mêmes decks, et c'était quasiment la même chose avec. On l'a quasiment jamais vu, la stratégie du mec qui ramène un deck où tu sais que personne ne va side contre. Pourquoi? Parce que c'est Hearthstone. Et que dans Hearthstone, si tu fais ça, t'es pas récompensé. Parce que tu pars négatif sur tous tes premiers matchs quasiment. Et c'est pas possible de partir négatif sur tous tes premiers matchs. Sur un format où maintenant il y a 12 rondes, non, non, je pars pas négatif sur tous mes premiers matchs sur 12 rondes quand je perds maximum faire top. Non, je refuse, excusez-moi. Ou alors vous me faites le format en BO7 à la limite. Et du coup, les sides ont une vraie importance. Et je vais jouer 3 fois plus de side que de pas side. Mais quand je joue autant de side que de pas side, je refuse. Du coup, ils nous disent, c'est vrai, si tu veux encourager le side deck, tu rajoutes des manches. Parce que là, le truc, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que BO3, tu fais ton premier match, et à la fin du premier match, il y en a un qui doit gagner un match et l'un qui doit gagner 2 matchs. Ce qui veut dire qu'il y en a un des deux, sa liste primaire est aussi importante que son side. Parce qu'elles doivent faire la même chose, c'est-à-dire gagner un match chacune. Et une fois qu'en fait, et cette réflexion-là, on l'a eu depuis très longtemps, depuis que le format est sorti. Et une fois que tu te rends compte de ça, tu te dis, mais en fait, c'est la liste 1 qui est importante. Genre, il faut tout miser sur la liste 1. Évidemment. Genre, statistiquement, est-ce que tu préfères être favorable, mais avec un match de retard, ou légèrement défavorable avec un match d'avance? Enfin, tu me dis Volvi, hein, mais. Non, mais c'est ça. Tout le monde a toujours dit. Je préfère être à 45%, mais à 1-0 plutôt qu'à 100 à 0. Non, mais c'est exactement ça. C'est qu'en fait, du coup, on n'a pas, on n'a pas la capacité, en fait, dans Hearthstone et dans ce cas-là, de faire un choix de, ok, celui-ci, je vais le prendre en mode, en mode, je pars avec mon side parce que je pense qu'il va y avoir plein de ça. Ça peut pas marcher. Et en plus, on va arriver au dernier problème qu'on va évoquer sur le side. Elles sont où les cartes de side? Il n'y a pas de carte de side, c'est des match-ups. C'est ça aussi le problème. C'est pendant longtemps, moi j'ai essayé pendant le méta d'avant, etc. En spécialiste, bon, je jouais pas pour un enjeu particulier, je testais des choses. J'ai essayé de sortir des match-ups. En chasseur mid-range, c'était à peu près possible. C'était mid-range et après j'avais un side aggro et un side un peu plus value. Et en fait, le truc, c'était. Bon, alors déjà, les listes changeaient pas beaucoup. C'est-à-dire, j'étais capable de faire des sorties aggro avec la version mid-range et inversement. Mais en fait, le but, c'était de jouer sur le fait que, du coup, je pouvais jouer mon match-up différemment.
Et ce qui fait que comme je pouvais jouer mon match-up différemment, bah, je limitais l'importance du side adverse. J'avais essayé de partir là-dessus, ça m'amusait. Et en fait, je me suis vite rendu compte que bah, quand je jouais, les gens s'en foutaient complètement. Ils s'en fichaient totalement. Ils jouaient leur match-up comme ils l'ont appris. Parce que Hearthstone, c'est devenu, en quelque sorte, à très haut niveau, c'est devenu tu apprends ton truc par cœur. Et tu joues les statistiques. Et une fois que tu connais les statistiques, de temps en temps, évidemment, il y a du situationnel. Je suis l'un des premiers à dire que c'est de faire du situationnel, etc. Mais il faut quand même reconnaître que voilà, au niveau où on jouait Felkane, Zim, etc., à Séoul, c'est pas de la réflexion pure que tu fais. C'est de la mémorisation de situations que tu as déjà vécues. Ah bah d'ailleurs, tu l'as vu, hein. Je crois que c'est la finale la plus rapide qu'on a jamais vue. Hein. Parce que ils s'étaient entraînés à fond sur le miroir, ils avaient beaucoup joué ensemble. On n'a pas vu une corde. Hein. Voilà, et parce que Hearthstone se veut être ça, et c'est pas une mauvaise chose qu'il le soit. Mais si l'enjeu compétitif, c'est d'apprendre des situations par cœur, alors à ce moment-là, il faut que la différenciation de ton niveau se fasse là-dessus. Et si tu le fais là-dessus, il faut que le meilleur joueur soit celui qui connaisse le plus de situations. Donc, tu fais pas un format dans lequel tu joues un deck. Tu fais un format dans lequel justement tu dois jouer plein de decks pour dire que le meilleur joueur, c'est celui qui est capable de se rappeler et de travailler avec le maximum d'informations. Parce que là, du coup, comme la compétition, c'est celui qui en connaît le plus, ben, fait en sorte que la différence, ce soit celui qui en connaisse le plus. Je suis là, pas tout actuellement, à fait d'accord avec toi. Parce que en fait, le truc, ce que tu dis, ça peut être vrai, mais dans les faits, c'est pas réaliste. Le fait est que quand tu as 4 decks à jouer, que les adversaires peuvent avoir 4 decks, et en général, en plus, quand tu es en conquête, tu peux te permettre d'avoir des trucs beaucoup plus très très différents en fait. Tu peux avoir, tu peux avoir 8 decks différents sur deux joueurs qui s'affrontent. Les line-ups sont très différentes. Tout est différent à chaque fois. Tu ne peux pas tout apprendre. Du coup, c'est impossible. Même le meilleur joueur au monde, il peut pas tout apprendre. Du coup, justement, là, tu changes le délire. C'est là maintenant. C'est celui qui en connaît le plus. Non, aujourd'hui, c'est celui qui en connaît le plus. Aujourd'hui, c'est celui qui en connaît le plus parce qu'il y a une limite qui est quasiment atteinte par certains joueurs. Il y a une limite visible du nombre de situations. Alors que quand tu es en conquête, tu n'as pas de limite visible du nombre de situations. Donc en fait, ce n'est pas celui qui en connaît le plus, c'est celui qui s'adapte le mieux, c'est celui qui joue le mieux aux cartes en fait, qui comprend, qui lit le board, qui lit la main, qui lit les choses. C'est plus du par cœur, c'est du calcul. Mais non, c'est du par cœur sur ta cible. Et après, le reste, tu calcules évidemment. Après, le reste, tu sais jouer au jeu. Oui, mais le truc, c'est qu'actuellement, là, ce n'est plus que du par cœur quasiment. Donc en fait, c'est ce que je dis. Le problème, c'est ça. C'est que, mais le niveau max du par cœur est trop facilement atteignable pour des joueurs de ce niveau-là. Moi, il est là mon problème. C'est un peu vrai. Donc voilà, et puis voilà, il y a pas de. Je t'ai dit, pourquoi on n'a pas une Geist? Pourquoi on n'a pas de vraies cartes de side comme ça? Pourquoi on n'a jamais la place? Et en plus, elles sont jamais jouées. Elles sont jamais jouées, on n'a toujours pas la place. On n'a toujours pas la place, c'est des choses plus importantes à mettre. Il y a des cartes. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit des BGF qui tournent un peu, tu vois. Filez-nous des cartes de side! Mon dieu, il y a les autres jeux, que ce soit Yugi. Regarde, Yugi, t'as des cartes, tue un dragon. Bon, c'est nul parce qu'à Yugi, t'as des trucs tue tout, mais on parle pour le début. Tu pouvais sider anti-dragon et mettre 3 fois le truc qui tue un dragon. Bon. Tu as, dans Magic, tu as Fry qui explose une créature qui est blanche ou bleue. C'est vraiment du side, c'est du hate. Tu peux pas mettre ça dans ton deck. Mais c'est dans un nombre incalculable de listes. Parce que, ok, d'accord, ça, j'ai ça pour cette situation. Pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi on n'a pas ça et que les cartes qui font ça, elles sont toujours dégueulasses? Pourquoi j'ai pas un truc qui me dit si le mec invoque son héros, il a pas le pouvoir. Tu vois, genre juste un truc qui dit ça. Une Geist une Geist qui marche pour casser les galaxies de Luna. Vraiment du hate pour dire au deck, ok, regarde, moi j'ai des sides contre toi.
trouve d'autres solutions, build d'autres choses. Tu ne peux pas te baser sur cette carte-là. Je peux te la contrer. Fais d'autres choses. Là, dans Hearthstone, il n'y a pas ça, parce que tu l'as dit au début. Ils se disent, non, mais il faut pas contrer. Bah du coup, tu te retrouves avec un méta comme ça qui est dégueulasse, où en fait, c'est le premier qui a rempli sa quête. Et la quête, pour une classe, c'est de piocher Galaxy, et pour l'autre, c'est de piocher Doctor Boom. Grosso merdo. Oui, clairement. Donc, je sais pas, est-ce que toi, tu trouves qu'il y a des cartes de side quand même surtout sur la dernière extension, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas une seule en fait. C'est pas vraiment des cartes de side. J'appelle même plus ça du side, c'est des cartes qui sont bien dans certains. Mais non, le but d'Hearthstone, c'est de généraliser, c'est de trouver un moyen. Enfin, moi maintenant, le jeu, je le vois comme ça. Le but, c'est d'être capable de jouer le maximum de situations du mieux possible et donc d'avoir des cartes qui sont fortes dans le plus de situations possible. Et après, quand le méta avance, tu commences à avoir des listes plus ciblées qui sont en fait, honnêtement, juste là pour faire tourner le méta. Oui, la liste, elle arrive, elle montre à tout le monde, genre regardez, on peut faire ça, très bien, et voilà quoi. Mais le but, c'est ce que Blizzard le donne. Hein. C'est eux qui choisissent le but de leur jeu. Bah oui. Donc, je suis d'accord avec toi en fait. C'est ça le but actuel de Hearthstone. Mais justement, c'est parce qu'ils comprennent pas comment tu fais une carte de side. Une carte de side, ça doit être injouable en main deck, mais quand t'es dans la bonne situation que tu la sors, le mec en face, il fait et merde. Là, dans le jeu, je suis désolé, il n'y a aucune carte où quand tu la rentres, vraiment, en face, tu dis et merde. Ouais, c'est ça. Tu as des trucs genre ah mince, dans cette liste il a son BGA, faut que je tourne autour. Mais t'es jamais là genre putain, s'il la pioche tôt, je suis pas bien. Ça doit vouloir dire ça une carte de side. Là, bon. On l'avait dit à l'époque, hein. On l'avait dit, tout va jouer sur le design. J'ai l'impression que le design n'a pas suivi le format, qui était déjà flawed dès le début. On l'avait dit, problème du nombre de cartes, etc. Mais en plus, le design n'a pas suivi. Par contre, question, est-ce que le spécialiste... Alors, le spécialiste est mort. Non, le spécialiste est mort chez les grands masters. Mais tous les tournois, ils se jouent encore en spécialiste. Oui. Les Open Cup, etc. Est-ce que tu penses que ça va mourir après et on va repasser sur le nouveau format? Je pense que Bucarest sera le nouveau format. Parce que s'ils nous font bouffer du Bucarest en spécialiste, voilà. Et deuxième question, on va aller très très vite parce que c'est pas le débat, on en parlera. J'essaierai de faire mon grand débat et on essaiera d'en discuter. Mais là, on va en parler très vite, on va passer 2 minutes dessus. Le nouveau format, le format Shield, j'ai l'impression qu'il est aussi éclaté au sol. En fait, il y a un gros problème avec le format, c'est cette histoire de protection de deck. Il faut arrêter de protéger les decks. Il faut arrêter de faire de l'anti-stratégie. C'est Hearthstone, Ah, oui. c'est pas ça que je trouve le problème, mais je t'en prie. Bah après, enfin, c'est. Alors attends, moi, on va parce qu'on est en train de partir, je te coupe et je te redonne la parole juste après. On va juste expliquer viteuf. Le shield, en gros, ça reste du BO3. Vous apportez 4 decks. C'est du conquête, donc il faut valider des decks. Quand vous présentez vos decks avec un shield. C'est-à-dire que vous dites à l'adversaire, celui-là, tu ne me le bannes pas. Tu n'as pas le droit de le bannir. Par exemple, mon voleur, tu ne le bannis pas. Ok. Ensuite, l'adversaire vous bannit une classe. Donc, je bannis ton mage, par exemple. Il vous en reste 3. Et là, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et il faut en valider 2. Parce qu'on le rappelle, ça reste un BO3. Voilà. Alors, je t'en prie, le shield de tout ça. Protéger tout ça, ça t'aime pas. En fait, c'est pas ça, c'est que, encore une fois, genre, stratégiquement, le truc est pas encore sorti, j'ai l'impression qu'on sait déjà comment. Donc on va protéger le deck qui a les meilleurs match-ups. Très bien. On va se faire bannir le deuxième deck. Très bien. Jusque-là, d'accord. Du coup, ensuite, dans les 3 decks, le deck qu'on a shield, normalement, il va se valider. Hein, et du coup, il reste à gagner avec un deck. Dans Hearthstone, on en parle de la volatilité de un match. Ouais. Moi, j'ai 2 problèmes. Alors, déjà, le premier problème, c'est
Alors, on a eu le premier problème, c'est arrêter. J'imagine que ça devait être quelque chose comme ça. Arrêtez de faire des formats en BO3. Oui, déjà. Ne faites pas de BO3. Le BO3, c'est pas bien. C'est format d'Open Cup. Oui, faites des Open Cup en BO3. Pas de souci. Mais quand tu joues pour 100 000, non. Je suis désolé. Tu peux pas faire une finale à 100 000 $ en te disant, bon, bah c'est le premier qui en gagne 2. Et dans les decks, il y a une carte qui dit tu gagnes. Ah ouais, mais ils te diront la finale, elle était en BO5. Loul. Oui, mais non. Non, moi, ce qui me dérange sur ce format, viteuf, c'est tout simplement le fait que on est bien d'accord, du coup, que en fait, tu peux ne jamais jouer un de tes decks. Oui. Du coup, on est bien d'accord que le principe du conquête, ce qui était intéressant à faire dans le conquête, c'était Mais d'essayer de lire ce que les gens allaient jouer et essayer de viser un deck en particulier. C'était une des strates intéressantes du conquête. Hein. Je dis pas que c'était la seule, il y avait le bug best deck, tout ça, on en a après, parlé, on a fait des cours dessus, mais le fait, ok, là, ces mecs qui jouent ce deck-là, jamais je les laisse passer. C'était une strat, on est d'accord. Hein. ouais. Du coup, en shield, tu peux pas. Alors, tu peux. Et ça peut être un truc intéressant. Je pense que ça n'arrivera jamais. Mais il y a un truc que j'ai essayé, j'ai commencé un petit peu à y réfléchir. C'est du coup d'avoir un deck qui est un targeteur. C'est en fait, tu amènes un deck qui n'a pas vraiment de sens. Mais en fait, tu amènes la même chose que le principe de l'assassin en KOTH. C'est un deck, en fait, il ressemble à rien, sauf qu'il est là pour tuer un match-up. Peut-être qu'en shield, tu peux faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu amènes un deck et tu dis à ton adversaire, soit tu perds ton ban sur lui, soit lui, il passera sur tel deck. Oui, mais comme tel deck, il va peut-être pas être joué. C'est pour ça que j'ai commencé par je pense que ça ne verra jamais le jour. Mais c'est bien ce que je suis en train de te dire, Dan. C'est que tu ne peux pas faire ça dans ce format. Vu que tu ne peux pas jouer contre tous les decks de ton adversaire, tu ne peux pas cibler. À quel moment tu cibles un truc contre lequel tu vas pas jouer, en fait? Au moment où le reste de ta line-up est bien contre les autres. Oui, donc En fait, en si gros, le reste de ta line-up arrive à te dire tu veux pas jouer ces decks-là et que tu en as un qui est assassin sur le dernier, et du coup, tu joues à papier, caillou, ciseaux sur les match-ups. C'est dommage. Le niveau stratégique le plus haut, c'est papier, caillou, ciseaux. voilà, du coup, tu te retrouves sur un Janken. Le fait qu'en plus, tu sois pas obligé de garder le deck que tu as choisi dès le début ou quoi que ce soit, tu changes comme tu veux. Voilà, hein. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, ça va être juste Bring Best Deck. Moi, ce format, je vois pas comment tu peux faire autre chose que Bring Best Deck. On le saura. Mais c'est vrai qu'en fait, avec le recul, et là je vais parler en tant que viewer, mais à un moment, il va falloir qu'ils réalisent que malheureusement, en ce moment, dans l'e-sport, si tu veux un jeu compétitif, tu dois faire plaisir à tes viewers. Pourquoi on ne revient pas au KOTH? C'est bête, hein? Mais oui, il y a des grands 3-0. Oui, il y a des matchs qui se finissent en 15 minutes. Oui, ça demande un méta plus équilibré que pour le conquête ou pour les trucs comme ça. Mais honnêtement, moi, depuis qu'il y a le spécialiste, les DreamHack en KOTH, où il y avait des mecs qui débarquaient avec des decks dégueulasses et qui... Mais ça fait partie du truc aussi. Oui, C'est ça qui était intéressant. Tu vois, moi je me suis beaucoup amusé à l'Arma Cup Montpellier. ouais. C'était en KOTH, j'ai mis des grands 3-0 en zoo. Advienne que pourra. Ouais, c'est ça. C'est... Alors bien sûr qu'il faut que tu fasses des trucs, etc. Mais ils peuvent. Maintenant, ils sont d'accord sur on va équilibrer plus souvent. Et ils ont pas su le faire pour le spécialiste, essayer de le faire pour le KOTH, ou même ramener juste du conquête, du classique. Vous aviez deux formats qui étaient très bien. Vous nous avez fait un format, vous l'avez cassé parce que vous n'avez pas voulu faire ça bien. Et là, vous nous sortez un nouveau truc où c'est genre. Où déjà, on est en train de se dire.
Voilà. Den, il a analysé le truc et au fur et à mesure, il a dit ah bah ouais, Janken. Janken, pont, allez, gagné. Youpi. You putain de pi. Alors Oui. aujourd'hui, spécialiste, c'est pire. C'est genre, tu t'attends de voir ton pairing et tu fais oh, GG. Je suis à 3-2. C'est peut-être pire, mais je sais pas. Je suis inquiet. Et puis en plus, le problème, c'est qu'il le teste sur très peu de gens. Genre, il le teste en Grandmaster, ça fait peu de matchs. Bon, on va terminer là-dessus, Dan. Je, D'accord. je pense qu'on a fait le tour, à part si tu veux rajouter quelque chose, mais je ne pense pas. Si, les nerfs qui vont arriver. Oui, On mais n'a ça, pas on en a parlé. parlé, on va les attendre. De toute façon, on fera sûrement une vidéo pour les nerfs, hein, comme d'habitude. D'accord. Comme à chaque fois, on en fait une, bah là, on en fera une aussi. Allez, tiens, pour terminer, on fait petite prévision. Qu'est-ce que tu attends comme nerf? Déjà, un nombre de nerfs. Nerf buff, on compte nerf buff. Imaginons. Un nombre de changements. D'après toi, ils vont en faire combien? Ils vont faire 4 ou 5, ils n'en feront pas plus. Ouais, je pense. Ouais, 4. J'en vois bien 4. 4, et tu serais parti sur quoi? Ouais, s'ils changent pas Galaxy de Luna, une catastrophe interstellaire. Mhm. Je pense qu'ils toucheront pas Doctor Boom parce qu'il est moins fort maintenant que dans l'extension d'avant, je pense. Je pense actuellement Doctor Boom est moins puissant qu'avant. Pas à cause du fait qu'il soit moins puissant, juste parce que actuellement il y a plus fort que lui en fait, ça s'appelle Luna. Ou enfin, c'était quand Mais même le deuxième deck à Séoul et il tient le deck sur ses épaules, hein. Je veux dire, le fait qu'une non, carte mais clairement, craquée, en fait, le problème c'est que si tu touches la carte craquée, t'es obligé de toucher celle qui est après. oui, mais ils ont touché plein de trucs et lui ils l'ont pas touché, donc je pense pas qu'ils le toucheront. Je pense qu'il faut le toucher, mais je pense pas qu'ils le feront. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Faudrait qu'ils montent Zephrys d'un ou deux de mana, mais pareil, je pense pas qu'ils le feront. Dans les nerfs que je peux voir, et en fait, c'est une fois qu'on touche à Galaxy de Luna, je pense qu'il faut toucher au voleur un petit peu. C'est chiant, hein, mais actuellement, le voleur aggro, il éclate tout le monde sauf guerrier. Et ça peut être un problème. Mais sinon, genre, je pense qu'ils peuvent s'en sortir juste en. Ça a l'air con, mais juste tu Hall of Fame galerie de poche. Et tu vois ce que ça donne. Je suis sûr que ça peut suffire. Ça pourrait peut-être suffire. Je pense que Mage mérite des trucs. Je pense que. Je sais pas pourquoi, je me dirais. Allez, peut-être 5 ou 6. Je veux dire, il y en a un peu plus que toi. Je tente. Je tente. Je me dis qu'ils vont buffer des cartes. Ah si, il y a un truc, il faut qu'il le nerf. Il faut qu'il nerf le combo lentille avec le sort des Murlocs. Ça n'a aucun sens, c'est complètement con. En paladin, genre, le deck est super nul et juste de temps. Ça Oui, n'a aucun sens. C'est purement high roll, ça n'a aucun niveau de skill, faut le sortir. oui, c'est ça. Ça, c'est une mauvaise interaction, on est d'accord. Moi, je pense ils vont peut-être buffer un ou deux trucs. Peut-être buffer un peu des cartes, je ne sais pas, pour certaines classes. Démoniste, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Même là, il a eu des très bons trucs, mais il lui manque encore des trucs. C'est. Le problème, c'est qu'il a plein de bonnes cartes, aucune carte qui sont aussi craquées en fait que les cartes qu'ont les autres classes, comme Boom, comme Luna, comme voilà. Il a pas de cartes craquées, il a plein de bonnes cartes, mais le problème, c'est que dans le méta d'aujourd'hui, avoir plein de bonnes cartes, ça suffit pas. La somme de plusieurs cartes ne vaut pas la puissance de une, ce qui est sûrement un souci. Oui, Euh, actuellement, on est clairement dans un méta où l'explosivité bat le rythme. Et c'est enchaîner les bons tours est beaucoup moins fort que faire un tour extrêmement puissant. Ce qui n'est et pas du tout logique. c'est pas bien du tout pour un jeu de cartes, on est assez d'accord. C'est comme ça qu'il y a eu des périodes absolument terribles dans Yu-Gi-Oh! Il y a, voilà, je pense qu'ils vont nerfer du War, hein, peut-être un petit nerf côté prêtre, parce qu'il y a des trucs qui peuvent vite partir en couille. Il y a des cartes, ça fait longtemps qu'elles sont problématiques en prêtre, Oui. comme la petite 1-3 qui pioche là. Ça fait longtemps que cette carte elle est problématique. Elle a Donc, été pas mal discutée par la majorité des joueurs. Je vois pas. Enfin, en fait, c'est pareil, ça dépend.
Je comprends qu'il la nerf au vu des armes qu'on lui a enfin données. C'est là actuellement, oui, forcément, il y a une 2-3 qui remet les mecs à full vie, il y a la 2-6 qui se blesse quand elle arrive, etc. Donc là, en ce moment, c'est très fort. Sauf que tu la nerfs, et du coup, quand ces cartes-là s'en vont, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est ça. Après, voilà. Moi, je suis pour le retour de Ragnaros. Clairement. Parce que franchement, il y a des cartes aujourd'hui, elles sont dans le Hall of Fame. Et Quand moi, je il y a vois... une carte que j'aimerais qu'il passe du Wild et qu'il la mette en carte de base. Druide, vous pouvez lui mettre Sharpie en carte de base, s'il vous plaît. Bah non, ils veulent plus que Druid il ait ça. Mais pourquoi? Parce que c'est pas dans son identité de classe. De pouvoir tuer des créatures? Bah oui, ils veulent pas Avoir que le le droit druide d'en il puisse... choisir? Ils veulent pas que le druide il ait des trucs qui fassent Pantémort sur les créatures. Ils l'ont dit, on veut pas que druide il puisse faire Pantémort sur une créa. C'est débile. Il a d'autres techniques, voilà. Tu mets des popées vaudou et tu mets des comment ça s'appelle Des éclats lunaires. des éclats Waouh. lunaires. Oh. C'est vraiment qui les dit, c'est eux. Mais voilà, il y a des cartes que je vois dans les comment ça s'appelle dans les cartes du Hall of Fame pardon, et je me dis vraiment, est-ce que ces cartes dans le Hall of Fame elles le méritent? Genre, est-ce que Murkai il mérite d'être au Hall of Fame? Voilà. Bah, actuellement, oui. Hein. Est-ce que Parce que Murkai, s'il débarque sur le combo lentille tous les Murlocs de ta vie, là. voilà, est-ce que Molten Giant ça mérite d'être au Hall of Fame à l'heure actuelle? Je suis pas sûr non plus. Ah, Et quand je vois qu'il y a des gens, ils craquent des grands, ils craquent des grands géants T3, Azure Drake, ça a l'air beaucoup moins fort comme carte quand tu vois ce que les decks ils font aujourd'hui. Oui, Azure Drake, il pourrait le remettre, je pense. La carte reste ultra forte, mais bon, quand même quoi. Quand tu vois ce que font les cartes aujourd'hui, coucou. Pareil, Oracle. Oracle, c'était une super bonne carte. Pourquoi ils l'ont sorti? En mode, ah, c'est pas bien la meule? La meule, c'est frustrant. C'est insupportable. Tu vois, Oracle, ça pourrait être une bonne carte aujourd'hui. Tu sais, tous ces comment ça s'appelle, ces decks qui piochent de ouf. Et la main en stable de Mira, tout ça, et puis je vais faire mes Zephyrs et machin, et Druid, je vais vider, et puis je vais faire Nomi. Bah ouais, mais quand dans ton site t'as double Cold Light Oracle, et que pile au moment où le mec il a fini son deck, bah toi tu fais double Oracle, et tu fais vas-y, tu prends 1, tu prends 3, tu prends 6, tu prends 10, tu prends 15. C'est con, hein? Ah, c'est frustrant. C'est frustrant, ça doit être frustrant, c'est ça. Tu peux pas contrer une stratégie adverse, tu peux pas lui dire fais attention, joue différemment, voilà, c'est frustrant. Bon. Ok, on termine là-dessus, on vous fait des gros bisous les copains. C'était long mais c'était bon. On se retrouve très très vite pour parler des nerfs. Den, fais des bisous. Non, voilà, il allait faire je le savais, c'est sale, ça me donne envie d'aller me doucher, mais je ne le ferai pas parce que je m'aime dans mon jus. On fait des gros bisous, on se retrouve très vite pour du Hearthstone, encore peut-être plus vite pour du WoW classique sur la télé de Jeep. Des bisous, les copains. Salut.